Charles de Gaulle. Un nom qui évoque aussitôt la résistance, le 18 juin et la libération de Paris. Mais derrière l'image du géant en uniforme, il y a un enfant rêveur, un soldat obstiné, un chef souvent incompris, et un homme qui a façonné la France moderne. Voici son histoire. Charles de Gaulle naît en 1890 à Lille, dans une famille bourgeoise, catholique et profondément patriote. À la maison, on lit, on débat, on parle des rois de France et de Jeanne d'Arc. Très jeune, Charles se passionne pour l'histoire et les récits de bataille. À 10 ans, il joue déjà à commander des armées miniatures. À l'école, il est intelligent et têtu, parfois insolent. Ses camarades le surnomment la grande asperge à cause de sa taille, mais loin d'en souffrir, il assume sa différence. À l'adolescence, il déclare déjà « Je serai officier et je servirai la France ». En 1909, il entre en Saint-Cyr. Ses camarades le trouvent distant, hautain parfois, mais reconnaissent son intelligence. Diplômé en 1912, il choisit l'infanterie et rejoint le 33e régiment à Arras, commandé par le colonel Philippe Pétain. Celui qui deviendra son rival est d'abord son mentor. En 1914, l'Europe est une poudrière. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo met le feu aux poudres. En quelques semaines, le système d'alliance entraîne tout le continent dans la guerre. La France entre en guerre contre l'Allemagne, convaincue qu'elle pourra prendre sa revanche sur la défaite de 1870. Les armées partent pleines d'enthousiasme, pensant que la guerre sera courte. Mais très vite, le conflit s'enlise. Après la bataille de la Marne, en septembre 1914, la guerre des tranchées commence. Un front de plusieurs centaines de kilomètres se fige dans la boue, les barbelés et les obus. C'est dans ce contexte terrifiant, où des millions de jeunes hommes sont envoyés au front pour des assauts sanglants, que le jeune lieutenant Charles de Gaulle va faire ses premières armes. Quand la guerre éclate, en août 1914, Charles de Gaulle, jeune lieutenant du 33e régiment d'infanterie, est envoyé en Belgique, à Dinant. Là, il découvre la brutalité du combat moderne. Les troupes françaises affrontent une armée allemande disciplinée, appuyée par une artillerie redoutable. De Gaulle se distingue déjà par son sang-froid sous le feu, mais il prend conscience que cette guerre ne ressemble à aucune autre. Quelques semaines plus tard, en septembre 1914, il participe à la première bataille de la Marne. C'est un moment décisif, l'avancée allemande vers Paris est stoppée. Les combats sont terribles, et De Gaulle est blessé une première fois. Mais il refuse de se laisser briser, et revient rapidement au front après sa convalescence. En 1916, il est engagé dans l'enfer de Verdun, là où l'armée française va tenir face à l'assaut massif de l'armée allemande. Commandant de compagnie, il mène ses hommes dans la boue, les tranchées effondrées sous un déluge de boue. Ses soldats le décrivent comme un chef exigeant mais présent, qui partage leurs souffrances et ne se cache pas derrière ses hommes. Le 2 mars 1916, au fort de Douaumont, il est grièvement blessé à la cuisse par une baïonnette, alors qu'il tente de contre-attaquer. Ses camarades le croient mort et l'abandonnent sur le champ de bataille, mais il est récupéré vivant par une patrouille allemande. C'est ainsi que De Gaulle devient prisonnier, ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. Il passera le reste de la guerre en captivité, tentant à 5 reprises de s'évader, toujours repris. Mais cette obstination forge sa réputation. Un homme qui ne se résigne jamais. Pendant sa captivité, il lit, observe et réfléchit déjà à la guerre moderne. De retour en France en 1919, De Gaulle reprend sa carrière militaire. Il est marqué par Verdun, convaincu que la guerre des tranchées appartient au passé. Proche de Pétain un temps, il enseigne à l'école de guerre et multiplie les réflexions stratégiques. À contre-courant de l'état-major français qui reste figé dans le souvenir de 14-18, De Gaulle affirme que la prochaine guerre ne ressemblera pas à celle des tranchées. Alors que les maréchaux et généraux croient encore à la puissance de l'infanterie et à la défense statique, lui pense au contraire que le futur sera dominé par la vitesse et la mobilité. Pour De Gaulle, l'armée doit se transformer radicalement. Il imagine des divisions blindées autonomes, capables de concentrer leurs chars au lieu de les disperser en petits groupes d'appui à l'infanterie. Ces forces mécaniques doivent frapper vite et fort, percer le front et exploiter la brèche, soutenues par l'aviation pour briser les communications ennemies. En 1934, il publie Vers l'armée de métier, un livre dans lequel il décrit en détail cette vision. Mais en France, on croit encore aux fortifications comme la ligne Maginot. Ses idées passent pour des utopies, et De Gaulle se forge une réputation d'officier brillant, mais trop sûr de lui. Ses idées trouvent peu d'écho en France. On le juge trop audacieux, voire irréaliste. Mais outre-Rhin, un certain Heinz Guderian,
lit ces théories avec intérêt et les applique dans la doctrine allemande du Blitzkrieg. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre 2 jours plus tard. Mais durant des mois, rien ne se passe vraiment. C'est la drôle de guerre. Les armées restent sous leur position, derrière la ligne Maginot, attendant l'offensive allemande. En mai 1940, Hitler lance finalement son attaque à l'ouest. Le haut commandement français, marqué par la Première Guerre mondiale, croit deviner la stratégie ennemie. Les Allemands devraient attaquer par la Belgique, comme en 1914. C'est là que la France concentre ses meilleures divisions, pensant bloquer l'offensive. Mais Hitler et son état-major ont misé sur une stratégie audacieuse. Tandis qu'une partie de leurs troupes avance effectivement en Belgique, pour attirer les Alliés, le gros des forces blindées passe ailleurs, par les Ardennes, une région jugée impraticable pour les chars. Les Allemands percent le front français. Les Panzerdivisions, dirigées par des généraux comme Heinz Guderian et Erwin Rommel, mènent une avancée foudroyante. Soutenus par l'aviation, ils brisent les défenses françaises en quelques jours et foncent vers la Manche, encerclant les armées alliées en Belgique. Face à cette catastrophe, quelques officiers français tentent de réagir. Parmi eux, un certain colonel de Gaulle, récemment promu général à titre temporaire, va lancer l'une des rares contre-attaques victorieuses de cette campagne. Le 17 mai 1940, à Montcornet, une contre-attaque audacieuse contre les panzers allemands est lancée. L'action surprend l'ennemi, mais elle reste isolée, trop tard. L'armée française s'effondre. En juin, il refuse la défaite. Tandis que Pétain choisit l'armistice, De Gaulle part pour Londres. Le 18 juin 1940, il prononce à la radio britannique son célèbre appel. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Peu l'entendent sur le moment, mais ce discours deviendra le symbole de la résistance. À Londres, De Gaulle prend la tête des forces françaises libres. C'est une lutte difficile. Il a peu de moyens et doit convaincre. Il rassemble l'empire colonial et gagne en légitimité grâce à des batailles symboliques. En mai 1942, en plein désert de Libye, un épisode héroïque va marquer l'histoire de la France libre. La bataille de Bir Hakeim. Au cœur d'un ancien fort, isolé dans le sable, le général Marie-Pierre Koenig et ses 3700 soldats de la première brigade française libre tiennent une position stratégique sur la ligne de défense britannique. Ces soldats viennent de tout horizon, légionnaires, coloniaux, tirailleurs, marins, même des volontaires venus d'Amérique latine ou du Moyen-Orient. Leur mission, retarder l'avancée de l'Africa Korps de Rommel, qui vient de lancer une offensive foudroyante. Face à eux, la disproportion est immense. Près de 40 000 hommes, des panzers, de l'artillerie lourde et l'aviation de l'Axe. Rommel, déjà redouté par ses adversaires, pense balayer cette petite garnison en quelques heures. Mais Koenig et ses hommes résistent 16 jours et 16 nuits, sous des bombardements incessants, privés d'eau, de munitions et de renforts. Les Français libres refusent de céder. Les Allemands lancent assaut après assaut, mais sont repoussés par les canons anti-chars et les mitrailleuses françaises. Dans les tranchées, les combats se transforment en une lutte acharnée, où chaque soldat sait qu'il défend plus qu'un point de sable. Il défend l'honneur de la France. Finalement, encerclé et à court de tout, Koenig décide la sortie de ses troupes dans la nuit du 10 au 11 juin. Dans un audacieux repli, les Français percent la ligne ennemie et parviennent à rejoindre les Britanniques. Plus de 2000 hommes réussissent l'exploit de s'échapper. Pour la première fois depuis 1940, le monde voit les Français se battre avec acharnement contre l'Axe et tenir tête à Rommel. Churchill lui-même rend hommage à leur courage. Bir Hakeim devient un symbole, celui d'une France qui combat encore, une France libre qui refuse la capitulation et gagne enfin une reconnaissance internationale. Mais De Gaulle mène aussi une bataille diplomatique. Churchill l'admire et le juge intransigeant. Roosevelt, lui, le considère avec méfiance et préfère traiter avec Vichy. Pourtant, au fil des années, il s'impose comme unique chef légitime de la France libre. En 1944, le débarquement allié change le cours de la guerre. Les troupes françaises libres participent à la reconquête. En Normandie, puis dans le sud, De Gaulle insiste pour que la France retrouve sa souveraineté, immédiatement, sans passer par une administration américaine. En août 1944, c'est la 2e division blindée du général Leclerc qui entre la première dans Paris, insurgée. Le 26 août, De Gaulle descend les Champs-Élysées, imposant sa silhouette droite et son allure imperturbable. À cet instant, il incarne la France redressée, la France qui s'est battue, et non celle qui s'est résignée. En 1944, Charles de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire et de la République française. Sa mission,
rétablir l'autorité de l'État et redonner confiance au pays. Sous son impulsion, la République est restaurée. Il accorde le droit de vote aux femmes, crée la sécurité sociale, nationalise des secteurs clés comme l'énergie ou la banque, et engage la reconstruction d'un pays dévasté. Mais il refuse le retour du vieux système politique. Il dénonce le régime des partis, accusé d'affaiblir la France. En janvier 1946, faute de soutien, il démissionne. Fidèle à sa promesse, il se retire dans son village de Colombey-les-Deux-Églises, dans la Haute-Marne. La crise algérienne ramène De Gaulle au pouvoir en 1958. L'armée et une partie de la population espèrent qu'il sauvera l'Algérie française. Mais rapidement, il comprend que cette guerre est perdue. En 1959, il parle d'autodétermination. Et en 1962, signe les accords d'Évian, qui scellent l'indépendance de l'Algérie. Certains se sentent trahis. D'autres voient en lui un visionnaire qui a évité une guerre interminable. De Gaulle fonde alors la Ve République, avec une constitution qui donne un pouvoir présidentiel fort. Élu président, il met en œuvre sa grande vision, une France indépendante et puissante. Durant les années 60, De Gaulle impose sa marque. Il dote la France de la force de frappe nucléaire. Il sort du commandement intégré de l'OTAN. Contrairement aux partisans de l'Europe fédérale, De Gaulle défend une Europe fondée sur la souveraineté des États. Pour lui, l'unité européenne ne devrait pas effacer les nations, mais les rassembler librement. C'est ce qu'il appelle l'Europe des patries, une coopération entre États pilotée par les gouvernements et non par les institutions. Il considère que la France doit être respectée dans le monde, sans jamais être vassale d'une autre puissance. Sa formule célèbre résume tout. La France ne peut être la France sans la grandeur. Mais son autorité est contestée. Au printemps 1968, la France bascule dans une crise sans précédent. Tout commence par des mouvements étudiants à Nanterre et à la Sorbonne, réclamant plus de liberté et dénonçant une société jugée figée. Très vite, la contestation s'étend. Les universités ferment. Paris s'embrasse de slogans et de barricades. En quelques semaines, le mouvement prend une ampleur nationale. Les ouvriers rejoignent les étudiants, et bientôt, près de 10 millions de Français se mettent en grève. C'est la plus grande grève générale de l'histoire du pays. Usines, trains, administration, tout est paralysé. L'État semble vaciller. Face à cette tempête, De Gaulle paraît dépassé. Lui qui a bâti sa légitimité sur l'autorité et la grandeur, voit son modèle contesté par une jeunesse qui réclame davantage de démocratie, de droits sociaux et qui rejette le conservatisme gaullien. Le 29 mai 1968, coup de théâtre. Le président disparaît. Sans prévenir, il s'envole pour Baden-Baden, en Allemagne, où est stationné le corps expéditionnaire français. Il rencontre le général Massu. Beaucoup s'interrogent. Est-ce une fuite, une manœuvre ? En réalité, De Gaulle cherche à vérifier la fidélité de l'armée. Le lendemain, il revient en France et reprend la main. Dans un discours radiophonique solennel, il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections. Le 30 mai, une immense manifestation gaulliste déferle sur les Champs-Élysées, rassemblant près d'1 demi-million de personnes. Le vieux lion a encore montré ses griffes. Mais malgré sa victoire électorale écrasante, en juin 1968, quelque chose s'est brisé. Son image d'homme providentiel s'effrite. Mai 68 a révélé une France nouvelle, plus jeune, plus contestataire, qui se reconnaît plus dans son autorité verticale. En 1969, Charles de Gaulle, affaibli par les secousses de mai 68, cherche à reprendre l'initiative politique. Il organise un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Ce projet en apparence technique était en réalité un pari personnel. Pour lui, si le peuple approuve, il poursuit son œuvre. S'il désapprouve, il part. Mais le contexte a changé. Une partie de la gauche appelle à voter non, pour sanctionner son autorité jugée trop rigide. Même au sein de la droite, certains hésitent, fatigués d'un chef qui domine la vie politique depuis plus de 10 ans. Le scrutin du 27 avril 1969 devient donc un plébiscite pour ou contre De Gaulle. Le résultat est clair. 52,4% de non. Fidèle à la promesse qu'il avait faite, De Gaulle n'hésite pas. Dès le soir même, il annonce sa démission par un communiqué laconique, presque militaire. « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. » C'est une sortie brutale, mais fidèle à son style, sans compromis. Pour lui, le lien direct avec le peuple était la seule source de légitimité. Ayant perdu ce lien, il se retire immédiatement, sans chercher à s'accrocher au pouvoir. Le président quitte l'Élysée et se retire à Colombey-les-Deux-Églises, son village de Haute-Marne. Là, il retrouve la maison familiale. C'est la vie simple, loin des fastes de l'État. Ce départ marque la fin d'une ère,
celle du fondateur de la Ve République, qui avait voulu incarner la France dans sa grandeur et son indépendance. Il passe ses journées à écrire ses mémoires, où il raconte sa vision de l'histoire et son propre rôle. Le 9 novembre 1970, il meurt d'une rupture d'anévrisme, à 79 ans. Sa disparition bouleverse la France. Pourtant, fidèle à sa simplicité, il est enterré sans faste dans un petit cimetière de son village, auprès de sa fille Anne. Charles de Gaulle aura traversé 2 guerres mondiales, reconstruit la France, fondé la Ve République et rendu à son pays une voix forte dans le concert des nations. On peut l'aimer ou le critiquer, mais il restera comme l'homme qui a incarné toute sa vie une certaine idée de la France, indépendante, fière et tournée vers la grandeur. Si vous voulez aller plus loin et découvrir Charles de Gaulle à travers ses propres écrits, je vous recommande vivement Vers l'armée de métier, son ouvrage visionnaire où il imagine la guerre moderne avant même 1939. Mémoires de guerre, son récit personnel de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération. Vous trouverez les liens en description si vous souhaitez les lire et soutenir la chaîne en même temps. Et vous, quel moment de la vie de Gaulle vous intrigue le plus? Sa captivité pendant la Première Guerre mondiale, l'appel du 18 juin, ou encore mai 1968 et la crise qui a failli tout renverser? Dites-le moi en commentaire, ça me donnera des idées pour faire des vidéos plus détaillées sur ces épisodes précis. Et pour la suite, je prépare actuellement une vidéo consacrée à Erwin Rommel, le fameux renard du désert. On ira ensemble de ses campagnes en Afrique jusqu'à sa fin tragique en 1944.